C'est la puissance électrique la plus forte que nous connaissons. Ce tueur céleste est plus chaud que le soleil. Il était un mystère pour nos ancêtres. Aujourd'hui, les appareils photo dernier cri ont percé ses secrets. L'éclair, un phénomène violent surgit du ciel qui s'abat sur notre planète. Sur l'ensemble du globe, il se produit plus de 8 millions d'éclairs par jour, soit 100 par seconde. L'éclair surchauffe l'air, puis il se dilate au point d'exploser. L'onde de choc crée un coup de tonnerre. L'essentiel de l'électricité n'atteint jamais le sol et se décharge à l'intérieur des nuages. Mais quand la foudre sort des nuages, elle peut s'abattre partout sur Terre avec une puissance d'1 milliard de watts. Assez d'énergie pour alimenter toute une ville. L'endroit qui attire le plus d'éclairs en Amérique est situé au centre de la Floride. On parle même du couloir de la foudre. Tous les ans, on y compte plus de 25 impacts par kilomètre carré. Et chaque année, des gens sont touchés. Un soir de septembre 1999, le pêcheur Dave Grillmeyer venait de lancer sa ligne dans le lac. Sans aucun signe précurseur, un éclair a surgi d'un nuage qui le surplombait, avec des conséquences désastreuses. Cette canne à pêche faisait plus de 2 mètres. La chaleur a été si forte que l'époxyde a brûlé. Et il ne reste plus que des fibres de carbone au bout de la canne. Mais ce n'est pas tout. Dave a été brûlé à plusieurs endroits et l'état de ses vêtements témoigne de l'incroyable force du phénomène. La fermeture éclair avait disparu. Plusieurs mois plus tard, le médecin m'a appris qu'elle avait brûlé et s'était presque collée à mon abdomen. Voilà tout ce qu'il en reste. J'avais mon téléphone à la ceinture. Il était dans un sale état quand je l'ai récupéré. Dave pensait que ses chaussures avaient été épargnées, jusqu'à ce qu'il aperçoive des petits trous par lesquels la foudre avait quitté son corps. L'électricité m'a traversé jusqu'à la semelle et elle est ressortie pour aller dans le sol. Dave a eu de la chance. Une victime de la foudre sur 10 meurt sur le coup. En Amérique du Nord, la foudre fait plus de victimes que les tornades ou les ouragans. Mais il existe un lieu encore plus dangereux. Nous sommes au cœur de l'Afrique équatoriale. C'est la région du monde la plus touchée par les orages. Le docteur Earl Williams du MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, est une référence mondiale dans l'étude scientifique des éclairs. À partir de données satellites de la NASA, il a calculé que le bassin du Congo en attirait 2 fois plus que la Floride. À certains endroits, on compte plus de 150 impacts par mètre carré et par an. Mais ce phénomène régional est encore assez peu analysé. Earl se trouve à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo pour observer les éclairs de ses propres yeux.
À la tombée du soir, l'orage se lève. Nous avons des preuves que c'est la région qui a l'activité électrique la plus forte. C'est fantastique de l'observer en vrai, de voir toute cette lumière. Certains éclairs sont invisibles à l'œil nu, mais on peut les compter grâce à un capteur optique qui les transforme en signaux sonores. Un orage normal produit environ 2 éclairs par minute. Ici, Earl en a dénombré plus de 60 par minute. Ces orages sont à la hauteur de leur réputation. La fréquence des éclairs est très élevée. C'est le meilleur endroit pour étudier ce phénomène. Le bassin du Congo présente des conditions idéales pour créer des orages électriques d'envergure. Quand la Terre est chauffée par le Soleil, elle émet une forte chaleur très humide. L'air chaud s'élève. La masse humide se refroidit et se condense pour former des nuages. Ces nuages grossissent et se rejoignent par paquets qui continuent à s'élever. Certaines gouttes d'eau deviennent trop lourdes pour suivre les courants ascendants et retombent sous forme de pluie. Puis elles sont portées par des courants d'air surpuissants vers les couches supérieures les plus froides, où elles gèlent sous forme de petits cristaux. Alors que le nuage bute contre la couche inférieure de la stratosphère, il s'étale et prend l'aspect du cumulonimbus si caractéristique des orages. Les nuages qui génèrent les éclairs sont les plus gros. Un cumulonimbus actif est aussi haut que large, et sa partie supérieure, qu'on appelle l'enclume, s'étend horizontalement sous l'effet du vent. Certains cristaux s'épaississent et deviennent de petits grêlons. Les scientifiques pensent que quand ces grêlons traversent les cristaux en formation pour retomber, des millions de minuscules collisions se produisent. La charge électrique ne cesse de s'accroître et reste emmagasinée dans le nuage qui devient une sorte de pile. Un nuage est comme une pile, mais avec un voltage bien supérieur à ce qui alimente votre lampe de poche. Ce n'est pas du 1,5 volt, mais des centaines de millions. Ce qu'on ignore encore, c'est comment cette charge électrique génère l'éclair. L'un des grands mystères de la météorologie est comment les collisions de particules de glace créent des éclairs. Ce n'est que le début des recherches. Il est très difficile d'étudier les éclairs étant donné qu'ils ne durent qu'une fraction de seconde. L'un des meilleurs moyens est de faire un arrêt sur image avec un appareil photo. Le photographe David Stillings arpente le couloir de la foudre à la recherche d'orages électriques. Cette chasse aux éclairs est devenue son obsession depuis 30 ans. Je mettrai jusqu'à mon dernier centime pour partir en expédition. Il n'est chanceux qu'une fois sur 100. Mais quand il parvient à en photographier, les résultats sont spectaculaires. Ça, c'était le premier en 1976. Il s'est échappé de ce nuage sur le ciel bleu, à côté de ce nuage violet. Depuis ce jour, je ne photographie plus que ça. Là, il y a eu plusieurs éclairs qui se sont déclenchés au même moment. Ça, c'est en 2004. L'obturateur n'a pas dû être ouvert plus d'1 seconde.
Ciel mauve, coucher de soleil doré, tout ce que j'aime est réuni sur une même photo. C'est cool. Avant de photographier un orage, David doit d'abord le localiser. Les deux bosses du nuage vont peut-être s'élever assez haut pour faire des éclairs. Le soleil passe à travers et les réchauffe. Il va faire humide, c'est super. Tout est réuni pour que ça donne quelque chose de bien. Après avoir repéré un orage susceptible de produire des éclairs, il faut encore diriger son appareil dans la bonne direction. J'espère qu'il y en aura un gros ici. En moyenne, un orage envoie 2 éclairs par minute. Mais il est impossible de prévoir où ils se produiront. Oh, je me suis encore trompé d'endroit. Attends un peu, s'il te plaît. Écoutez-moi ce grondement. Il y en a un autre juste là. C'est une passion dangereuse. Il faut que je... Oh là là. La foudre peut s'abattre à n'importe quel endroit situé jusqu'à 40 km du nuage. C'est comme une drogue pour moi, et ce n'est pas la pire des drogues. La photographie d'un éclair donne parfois des chefs-d'œuvre. Mais c'est aussi un outil précieux pour les scientifiques. À l'œil nu, on dirait qu'un éclair se propage de façon linéaire des nuages vers le sol. Mais les progrès techniques des caméras ont permis de découvrir que l'anatomie d'un éclair était bien plus complexe. Nous sommes au centre de recherche atmosphérique de l'US Air Force à Colorado Springs. Jeff McHargue utilise une caméra de pointe pour filmer les orages au ralenti, avec une précision d'une fraction de seconde. C'est comme la pêche. Il faut avoir de la chance pour que l'éclair éclate dans le champ de la caméra. Les réussites sont rares, mais il y a 2 ans, le chercheur a gagné le gros lot. Je regardais l'éclair s'approcher pendant que je le filmais. Sur le coup, je ne savais pas quelles images j'allais obtenir. Pour la première fois, il venait de filmer la naissance d'un éclair au ralenti. Les images montrent que la lumière sort du nuage et se dirige vers le sol en suivant une trajectoire en zigzag, dont chaque segment mesure une 50aine de mètres. Cette propagation discontinue forme des traceurs par bonds. On voit un traceur descendre à la recherche du sol. Il va et vient, son chemin est hasardeux, il se divise et se ramifie. Alors que le traceur approche de la Terre, il se produit avec les objets au sol une interaction extraordinaire. Ces derniers réagissent à ce fort champ électrique. Ils envoient des décharges positives qui peuvent s'élever à 1 mètre et jusqu'à quelques dizaines de mètres du sol, comme on le voit sur ces images. Puis, quand un traceur descendant rencontre une décharge ascendante, l'électricité peut atteindre la Terre. Il en résulte une lumière éblouissante qu'on appelle l'éclair. Tout le champ de vision s'illumine, mais l'œil ne saisit que la partie centrale, la plus éclairée. La nouvelle génération de caméras permet aux scientifiques de filmer des éclairs qui ne durent qu'une fraction de seconde.
Les images peuvent être visionnées 200 fois plus lentement pour étudier le phénomène en détail. Sur cette séquence au ralenti, on constate comment le traceur se relie au sol. Le reste de la charge électrique se déverse ensuite du nuage en une série de pulsations. Les scientifiques ont donc désormais accès à quelques-uns des mystères de la foudre. Des recherches récentes ont prouvé que l'air chaud et humide de certaines grandes villes générait plus fréquemment des orages. Tampa, en Floride, est la ville des États-Unis qui subit le plus de gros orages. Scott Steiger, de l'Université de New York, l'explique par le fait que Tampa est un îlot de chaleur urbain. C'est un phénomène qui apparaît quand une ville a une très grande superficie imperméable de bitume et de béton. Ces matériaux absorbent les radiations solaires. Quand cette énergie en ressort, elle réchauffe l'air. Certaines villes accusent des températures de 15 degrés supérieures à celles des régions qui les entourent. L'air chaud monte et crée une convection ascendante dans l'atmosphère de la ville. Les orages sont plus fréquents, car il y a une zone de convergence au-dessus de la ville. L'air s'élève plus, ce qui donne naissance à des orages. Et en cas d'orage, la foudre est inévitable. Des villes au climat chaud et humide comme Tampa en Floride ou Houston au Texas subissent souvent des orages, ce qui est dangereux pour les habitants. Quand la foudre frappe un building, elle provoque des surtensions et des pannes de courant. À Camp Blanding, en Floride, les scientifiques élaborent des paratonnerres toujours plus performants. Pour tester leur prototype, ils déclenchent des éclairs en envoyant des fusées au cœur des gros nuages. Chaque fusée traîne un câble fin en cuivre. Quand l'éclair la touche, l'électricité se propage le long du câble jusqu'au sol. Cette technique est si efficace qu'on parvient à créer des orages dans 60% des cas. Les chercheurs ont démontré que les éclairs ne descendaient pas toujours du ciel. Certains s'élèvent depuis la surface de la Terre. À Rapid City, le scientifique Tom Warner a fait d'immenses découvertes grâce à des caméras dotées d'obturateurs à très grande vitesse. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Grâce à toute une batterie de caméras, il a filmé des éclairs en train de surgir du sol. On soupçonne ce type d'arc électrique depuis les années 1930. Mais ces séquences ont permis de confirmer leur existence. C'est la première fois que l'œil humain a pu observer des éclairs ascendants en détail. Notre connaissance de ce domaine de la physique s'est considérablement améliorée. Tom s'est rendu compte que l'éclair était déclenché par un autre éclair descendu d'un nuage à proximité. Sur cette image,
on constate une très forte lueur due à l'éclair initial. Une seconde plus tard, il se crée un éclair ascendant sur la cime de 2 mâts d'antenne. Les causes demeurent inexpliquées. Mais Tom pense que le premier éclair a provoqué une accumulation d'électricité au sommet d'une structure élevée, que cette charge est montée et est entrée en contact avec un nuage. Il s'écoule un certain temps entre l'éclair originel et celui qui surgit du pylône et monte vers le ciel. Les films de Tom ont ébahi les scientifiques. Nous ne pourrions pas contempler ce mystérieux phénomène sans matériel de pointe. Mais l'un des spectacles les plus impressionnants qu'offre la planète reste visible à l'œil nu. Au Venezuela, sur le lac Maracaibo, une équipe de scientifiques de l'université de Zulia enquête sur un phénomène régional, la lueur du Catatumbo. Le milieu naturel très particulier est à l'origine d'un type d'éclair spécifique. En se décomposant dans la rivière et les marais, la végétation produit du méthane. Par ailleurs, du méthane s'échappe aussi des puits de pétrole du lac. Tout ce gaz s'accumule dans l'atmosphère au-dessus des marais. Au coucher du soleil, les scientifiques espèrent assister à un orage électrique. Cela serait pour eux l'occasion d'étudier le rôle du gaz dans cette manifestation. Le méthane est plus léger que l'air. Alors qu'il s'élève vers les nuages, il nourrit l'orage et contribue à ce que l'éclair affiche des couleurs plus vives. Mais le professeur Ángel Munoz et son équipe pensent que les lueurs du Catatumbo relèvent d'un mécanisme plus complexe. Ces 10 dernières années, on a constaté 2 fois plus de décharges et d'éclairs. C'est sûrement lié au réchauffement climatique, mais on doit encore faire des recherches. La lueur du Catatumbo se propage de nuage en nuage et elle brille bien plus fort qu'un éclair classique. En moyenne, on l'observe 200 nuits par an. Et certains orages peuvent durer 8 heures. C'est un phénomène étonnant, unique en son genre. C'est magnifique. On l'a dans le cœur, c'est notre hymne, notre drapeau. Voilà ce qu'il représente pour nous. Son éclat le rend visible à plus de 150 km.
Pendant des siècles, les marins s'en sont servis comme repère. On l'appelait le phare de Maracaibo. Au cours d'un orage, il n'y a rien de plus dangereux que de se trouver dans un endroit désertique ou sur l'eau. Et il est vrai que se mettre sous un arbre est une très mauvaise idée. Sous l'effet de la foudre, la sève produit une vapeur si chaude que l'arbre peut exploser en une nuée de morceaux de bois potentiellement mortels. La foudre peut aussi envahir les lignes téléphoniques. Un signe impressionnant peut vous avertir que vous êtes en danger. Si vos cheveux se dressent, vous êtes devenu conducteur positif. Un traceur négatif va tomber du nuage et quand les charges se rencontreront, vous allez vous transformer en éclair. Si vous remarquez ce phénomène, la meilleure chose à faire est de vous recroqueviller sur la plante de vos pieds. Alors qu'elle était encore étudiante, Caroline Knott ignorait ce qui l'attendait. Elle se rendait en cours à l'université de Floride à Tampa quand un orage a éclaté. J'ai entendu un coup de tonnerre très fort. Et une seconde plus tard, j'ai vu une lumière. Cette allée de palmiers m'est apparue comme une photo surexposée. L'électricité a traversé tout mon corps. J'ai tout senti, chaque centimètre. Mes muscles se sont dilatés puis se sont contractés. Pareil pour mes nerfs. J'ai senti une pression sur l'ensemble de mon corps. Caroline a subi de graves dommages corporels. J'étais toute enflée avec la peau rouge comme un homard. C'était comme si j'avais eu un coup de soleil très violent. Et après, j'ai commencé à peler. Un éclair peut conduire jusqu'à 200 000 ampères et il suffit d'une intensité beaucoup plus faible pour tuer un homme. Comment se fait-il que certaines victimes en réchappent? C'est ce que des médecins de l'université de l'Illinois cherchent à expliquer. Le professeur Ann Cooper sait exactement ce qui se passe quand la foudre tombe. La plupart de l'énergie se propage le long des contours de la personne sans la traverser. Au lieu de toucher les organes vitaux, la charge se répand dans l'eau du corps jusqu'au sol. Elle laisse alors des cicatrices appelées des figures de Lichtenberg. Les gouttes de pluie et la transpiration passent alors à l'état de vapeur. L'accumulation de vapeur dans les vêtements ou les chaussures peut être explosive. On raconte que des gens ont été expulsés de leurs chaussures lors d'explosions. Cela arrive aussi en cas d'orage, car l'eau se dilate au point qu'il y a parfois plus de dégâts à l'intérieur de la chaussure qu'à l'extérieur. Les éclairs peuvent aussi provoquer des arrêts cardiaques, mais les cas sont rares. La plupart des gens survivent, même s'ils conservent des séquelles irréversibles, comme des altérations du système nerveux. L'une de ces survivantes, Pam Cooper, souffre toujours des conséquences dévastatrices de la foudre. J'étais comme toutes les mamans, assise sur la plage, un livre à la main. Je ne faisais rien de spécial et ma vie a basculé à tout jamais à cause d'un éclair. Je n'ai aucun souvenir de l'impact. Ce sont mes amis et ma famille qui m'ont tout raconté en détail par la suite.
Ce jour-là, il faisait beau et chaud sur cette plage de Floride étrangement nommée plage du destin. On m'a dit qu'il y avait eu un coup de tonnerre et un éclair. Les gens ont commencé à ramasser leurs affaires et à fuir parce que les éclairs se rapprochaient. J'étais assise, les pieds dans le sable. La foudre a frappé le sol et elle est remontée dans mes pieds. Pam fut immédiatement conduite à l'hôpital. Elle présentait des brûlures. 5 ans plus tard, elle a toujours des problèmes de mobilité et des troubles de la mémoire immédiate. Être victime de la foudre, c'est un peu comme une panne d'ordinateur. Extérieurement, j'ai l'air très bien. Mais à l'intérieur, tous mes circuits sont grillés. L'accident de Pam peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi il est crucial de savoir comment se protéger en cas d'orage. Lorsque le tonnerre gronde, ne restez pas dehors. Mettez-vous en lieu sûr. Si vous êtes pris dans un orage, le plus prudent est de s'enfermer dans un véhicule. On se croit protégé grâce aux pneus en caoutchouc des voitures. Alors qu'en réalité, c'est pour une toute autre raison. C'est la carcasse métallique qui sert de bouclier, comme le démontre cette expérience réalisée avec un voltage très élevé. Un résonateur de Tesla est un simulateur de lumière, un transformateur électrique qui génère plus de 750 000 volts, une puissance plus que mortelle. L'ingénieure en électricité Lisa Lazarek va prendre place dans une voiture soumise à un résonateur pour prouver que la carrosserie est bien protectrice. La charge électrique qui frappera la voiture se déplacera le long des parois. Il ne devrait rien m'arriver si je ne touche pas le métal de la voiture. Est-ce que la théorie se vérifiera? Ça, c'est une autre affaire. Mais je suis prête. L'électricité descend le long de la carrosserie et se décharge dans le sol sans mauvaise surprise. Je vais bien, tout s'est passé comme prévu. J'ai des fourmis dans les pieds parce que j'étais nerveuse. J'ai gardé les mains serrées, sinon je n'ai rien. Cette expérience a démontré une loi de la physique. L'électricité, comme celle de la foudre, suit toujours la paroi extérieure d'un corps métallique clos. C'est pour cette raison que les passagers d'un avion n'ont rien à craindre de l'orage. Sur ces archives étonnantes, on voit un avion en route pour l'aéroport de Sydney être la cible d'un éclair spectaculaire. Personne à bord ne s'en est rendu compte. Cette autre séquence montre un décollage au Japon. Là encore, les passagers n'ont pas su ce qui s'était passé. On estime que chaque avion est touché par un éclair une fois par an. Au début des années 1980, des scientifiques de la NASA ont envoyé des jets au cœur de nuages d'orage en espérant que la foudre s'abattrait sur eux. L'objectif était d'étudier les effets de l'impact d'une décharge sur l'appareil. Philip Brown était l'un des pilotes de la mission. Il fallait que j'entre dans l'orage et que j'attire autant d'éclairs que possible. Aucune expérience aussi extrême n'avait jamais été menée. Les pilotes ignoraient totalement ce qui pouvait se produire. En plus des éclairs, ils ont dû affronter la grêle contenue dans les nuages. Les gros grêlons peuvent faire éclater le pare-brise, avec des conséquences mortelles. Quand l'orage a commencé, le dispositif expérimental s'est mis en route. Les capteurs ont recueilli diverses informations et les caméras ont filmé des images spectaculaires.
C'est la pire turbulence que j'ai traversée en 3 ans. Bel éclair. Il y a eu un gros flash à droite. Magnifique. En plein sur l'avion. Ouais, sur le nez de l'avion même. On a vu un éclat lumineux très intense s'accrocher au nez. Ensuite, il a avancé petit à petit le long de la carlingue et il m'a dépassé. Il progressait par saccades. Une fois que je l'ai traversé, il a repris sa trajectoire. Les pilotes sont ressortis sains et saufs. Si la foudre peut tuer un homme, elle provoque aussi de graves incendies. Pendant l'été 2008, la fréquence des orages fut si élevée que des pans entiers de la Californie ont pris feu. Au cours d'un seul orage, on a dénombré plus de 5000 éclairs qui ont allumé plus d'1 millier de foyers. Des dizaines de maisons sont parties en fumée. Dans une zone propice aux orages, il est très risqué d'habiter sur des parcelles boisées. La foudre détruit les maisons et ravage les forêts. Mais elle peut aussi avoir des effets bénéfiques sur l'environnement. La nature s'est adaptée de manière à tirer profit des feux de foudre qui sont parfois synonymes de régénérescence. Dans l'arrière-pays australien, ces incendies sont monnaie courante. Le garde forestier Jeffrey Lee surveille un parc naturel. Il apprécie que la foudre nettoie les sols, ce qui encourage la repousse de plantes comestibles qui poussent dans le bush. Ça apporte de nouvelles pousses. C'est une bonne chose. Tout reverdit. Les cultures vivrières reviennent, comme le buchanania et la patate douce. Pour Jeffrey Lee et son peuple, les orages électriques ne sont pas un phénomène qui s'explique scientifiquement, mais un cadeau divin. Il pense que la foudre est envoyée par Namargon, l'homme éclair. Namargon est un homme sacré. Regardez la montagne derrière moi. C'est là qu'il vit. Son histoire est racontée sous forme de peinture rupestre. Le dieu des éclairs fait partie intégrante du quotidien des aborigènes. J'ai déjà vu Namargon frapper de nombreuses fois et allumer des feux. Il arrive que le bush brûle pendant des semaines. Il est très important et fait plein de choses sur cette terre. De nombreuses espèces repoussent sur les terres calcinées et certaines graines ont même besoin du feu pour germer. La foudre permet aussi la production de précieux engrais naturels. Quand le ciel s'embrase, certains éclairs atteignent une température de 50 000 degrés. Soumis à de telles chaleurs, l'azote et l'oxygène réagissent et deviennent des nitrates que la pluie dépose au sol et qui nourrissent la végétation. Les scientifiques ont découvert que les éclairs jouent aussi un rôle dans l'atmosphère terrestre. Ces images tournées depuis l'espace ont attisé la curiosité des chercheurs. On y voit des éclats lumineux irradier le ciel au-dessus des orages. On les appelle des farfadets. Et ils ont été filmés pour la première fois en 1989.
En 1997, le scientifique néo-zélandais Richard Dowden est allé dans le nord de l'Australie pour étudier cet étrange phénomène lumineux. Il avait lui aussi l'espoir de pouvoir le photographier sur le vif. Il s'est rendu sur la colline de Beatrice Hill avec son équipe, à 60 km à l'est de Darwin. Cette région connaît des orages particulièrement violents. Mais ce ne sont pas les éclairs qui intéressaient Richard Dowden. Il n'était venu que pour les farfadets qui apparaissent au-dessus des nuages d'orage. La colline de Beatrice Hill était un poste d'observation idéal, car pour apercevoir un farfadet, il faut pouvoir voir la partie supérieure du nuage depuis une petite centaine de kilomètres. Et même dans ces conditions, on a du mal à les distinguer à l'œil nu, car ils ne sont visibles que pendant quelques millièmes de seconde. Richard Dowden a dû apporter des modifications techniques à son caméscope amateur. Il a fallu ajouter un amplificateur de luminance sur l'objectif. Cet accessoire est utilisé par toutes les armées du monde. Les plus puissants sont difficiles à se procurer. Le mien vient de l'armée russe. Richard et son équipe ont patienté nuit après nuit, se relayant derrière le viseur. Au bout de 2 semaines, l'événement arriva. Le soir où on a vu des farfadets, on était dans tous nos états. Mais nous ne savions pas ce que nous avions filmé jusqu'à ce qu'on visionne les cassettes. Ces images saccadées ont révélé que les farfadets se propageaient dans l'atmosphère à plus de 30 000 km/s. C'était fantastique. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a dormi cette nuit-là. Les scientifiques étaient encore incapables d'expliquer ce que montraient ces prises de vue. Mais 2 ans plus tard, le docteur Jeff McHarg de l'Académie de recherche atmosphérique de l'US Air Force fit une autre découverte. Il a filmé des farfadets en ajoutant un amplificateur de luminance à une caméra dotée d'un système de ralenti. Je n'avais jamais pris autant de plaisir à filmer. Nous y avons passé la nuit et nous avons utilisé toutes les cassettes dont nous disposions. Ils ont observé une incroyable diversité de farfadets auxquels les scientifiques ont donné des noms par la suite. Celui-ci est un farfadet méduse. Et on voit bien qu'il est très grand. Peut-être 50 km de haut et autant de large. Essayez de vous représenter ces distances sur Terre. C'est immense. Il y a aussi l'extraordinaire farfadet carotte. On dirait une carotte. La partie supérieure évoque des fans et la partie inférieure a la forme de la racine. Jeff a aussi pu filmer des farfadets en colonne. Il y en a 3 côte à côte. Ils ont un trajet rectiligne, d'où leur nom de colonne. On estime que 10 farfadets par minute s'élèvent des nuages. Jeff a récemment découvert que les farfadets enrichissaient la mésosphère en énergie. Les seuls apports d'énergie à l'atmosphère proviennent du Soleil. Or, cette nuit-là, alors que le Soleil était bien sûr couché, on s'est rendu compte que les farfadets libéraient de l'énergie et modifiaient la mésosphère. Jamais on n'avait vu ça avant. Mais les scientifiques doivent encore déterminer les effets des farfadets sur l'atmosphère. Il se peut qu'ils aient un impact sur le changement climatique.
On sait maintenant que les farfadets sont des décharges électriques qui font rougeoyer l'air qui les surplombe, comme ce qui se passe dans une ampoule à fluorescence. Mais il faudra encore mener beaucoup de recherches avant de pouvoir comprendre ce phénomène électrique en profondeur. Bien qu'ils étudient les éclairs depuis 2 siècles, les scientifiques ont encore du mal à savoir ce qui détermine leur trajectoire ou le lieu de l'impact. On a appris beaucoup de choses sur les éclairs, mais ce mystère météorologique est loin d'être élucidé. Ce qui est indiscutable, c'est que les éclairs ont une immense capacité de destruction et qu'il est impossible de les maîtriser.